si j'appuie ici, est-ce que vous m'entendez ? Comme ça ? Ah voilà. Comme ça, je ne reste pas appuyée, c'est beaucoup mieux. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc, dans cette session de groupe de travail qui est dédiée aux aides pour l'utilisation des appareils économes en énergie et en eau. Donc, comme ce qui a été annoncé, on aura 3 interventions, présentations d'initiatives dans les 3 régions et puis deux réactions ensuite. Voilà, donc je propose de céder la parole déjà à la première intervention, donc Jan Willox de SAMO West-Vlaanderen. Peut-être déjà pour m'excuser à l'avance, je ne peux m'exprimer qu'en français, toutes mes excuses, mais voilà, j'espère que nous avons un service de traduction. Merci à elle et à eux. Voilà, je cède la parole à Jan Willox. Ja. Goedemiddag, ik ben Jan Willox en ik werk voor... Bonjour, je m'appelle Jan Willox, je travaille pour SAMO West-Vlaanderen, une association qui, avec des personnes en pénurie, essaye de s'attaquer à des problèmes de pauvreté, de pénurie et d'exclusion. Je suis là pour vous présenter brièvement notre projet Papillon, lutter contre la pauvreté énergétique, bon pour l'être humain et la planète. Je m'explique. On commence par un petit film d'introduction. Je suis acteur d'ailleurs moi-même dans ce film. C'est un petit film d'il y a quelques années. On visite chez quelqu'un qui, un des premiers locataires papillons, c'est-à-dire une des premières personnes qui en Flandre occidentale a commencé la location sociale d'appareils énergétiques ou écologiques de la marque Bosch. C'est sans dit, il y a aussi quelqu'un de Bosch qui va prendre la parole. Et comme ça, vous aurez déjà une idée. Après, je vais devoir aller très vite, mais on commence donc par ceci. Wij huren een visser en een frigo van Papillon. Wij hebben daarvoor een service van 10 jaar. Achter die 10 jaar worden deze toestellen weggenomen en kunnen wij nieuwe huren. Het project Papillon is eigenlijk ontstaan vanuit een nood. We hebben vastgesteld dat er heel veel mensen waren met hoge energiefacturen. Dat ook deels komt door oude energievretende toestellen in huis te hebben. Vanuit die nood zijn we dan ook op zoek gegaan naar een partner om hier eigenlijk echt een project van te maken om die energiearmoede te bestrijden. We werden als Bosch gecontacteerd door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, die vandaag SAMO heette, met de vraag of we niet bereid zouden zijn om grote huishoudapparaten te verhuren aan mensen die het niet breed hebben. Dat leek ons een zeer interessante vraag, omdat we zelf op zoek waren naar een project in het kader van circulaire economie, waar we eigenaar willen blijven van onze eigen apparaten, om zo over de hele levenscyclus eigenlijk te kunnen ingrijpen op de toestellen. Enerzijds om levensduur verlengend te kunnen gaan werken en anderzijds om materiaalkringlopen te sluiten. Tijdens deze eerste fase van het project Papillon hebben we ook heel veel geleerd. We willen eigenlijk al die aandachtspunten meenemen om daadwerkelijk ook in andere provincies aan de slag te gaan met het project. Omdat we merken dat we wel degelijk een verschil maken en daarom willen we eigenlijk onze kennis en ervaring inzetten om ook in de andere provincies werk te maken van armoedebestrijding via Papillon. Dus naast het Papillon-project hebben we nog verschillende andere projecten lopen met Bosch, waar we eigenaar blijven van de apparaten, allemaal met dezelfde bedoeling natuurlijk. En tegelijkertijd ook om onszelf aan te sporen. Ja, ik zal het hier onderbreken omdat... Je vais interrompre parce que l'explication de Bosch, certes peut-être intéressante, mais est moins pertinente ici, et cela reviendra d'ailleurs encore. Le projet Papillon a été lancé après des années de visites à domicile de personnes en pauvreté énergétique, des personnes ayant des appareils énergivores qui n'ont pas non plus les moyens
payer des appareils plus économes, surtout quand il s'agit de plusieurs appareils. Souvent aussi des personnes qui habitent dans des logements mal isolés, souvent sur le marché de location privée, et donc leur facture d'énergie, à moins d'avoir un taux social, un tarif social, mais personne n'a, ou pas tout le monde n'a cette chance. Mais donc, ils ont un logement énergivore, des appareils énergivores, et si on ne fait rien, alors ces personnes risquent d'accumuler les dettes et de s'endetter toujours plus. Un tiers des personnes en pauvreté énergétique sont des personnes qui ont des appareils énergivores, et il s'agit de quelques 135 000 ménages en Flandre. Alors, quelle peut être une solution, pas la solution, mais pour intervenir sur ce plan, les appareils domestiques as a service, donc plus de possession personnelle, mais quelque chose sur mesure des groupes cibles vulnérables. Pas vraiment un projet de classe moyenne, mais effectivement pour les personnes où ça peut quand même faire une énorme différence. C'est une collaboration entre Samo West-Vlaanderen et Bosch, la multinationale, mais bon, il est bon de s'être lancé avec eux. Alors, nous offrons un trajet de 10 ans sans souci. Ça veut dire ceci. Les avantages pour le locataire, c'est que il ne doit pas payer un grand montant en une fois, un montant qu'il n'a pas, mais il s'agit d'un loyer mensuel par appareil d'entre 8 et 12 euros. Livraison et installation comprises, et le service et le pick-up aussi, à la fin du contrat, sont également compris. Les avantages pour le climat et l'entreprise. Bon, pour l'entreprise, là, je serai un peu plus bref parce que souvent, c'est un peu facile. Design pour réparation et longue durée de vie. Pendant ce trajet de 10 ans, donc, ils savent quand il y a des problèmes, quels problèmes peuvent se poser après quelques années, comment réagir. Ils restent également propriétaires des appareils, ce qui est intéressant pour eux pour utiliser des appareils plus longtemps. Et ainsi, on boucle la boucle de matériel propre. Et ainsi, il y a moins de matériel ou d'appareils à produire. Donc oui, moins de production, voilà. Dans le projet pilote Westhoek et Beers, il s'agit de la Flandre occidentale, la partie la plus rurale. Eh bien, depuis 2018, 73 familles ont loué un total de 119 appareils. Nous avons gagné quelques prix. Bon, c'est pas si important que nous avons gagné ces prix, mais il y a un grand intérêt de l'intérieur du pays et de l'étranger. Et oui, ici on voit, c'est pas si important, mais il s'agit de cette année-ci et de l'année passée, la part de locataires sociaux parmi locataires 56% privés, 35% locataires privés et 9% de propriétaires. Mais bon, juste pour info, c'est pas si important. Depuis 2021, on a commencé la préparation et le roll-out du projet dans toutes les provinces flamandes. Il y a le support de VP Capital, l'investisseur privé, qui nous a fourni beaucoup d'argent. Nous travaillons toujours via des CPAS, qui sélectionnent des personnes, pour ainsi dire. Eh bien, dans toutes ces communes, nous sommes actifs actuellement. Je ne vais pas les énumérer toutes. 521 appareils chez un total de 338 ménages. Le modèle de franchise sociale, Samo West-Vlaanderen a un contrat avec Bosch, BSH, et en fait, nous payons le loyer de tous les appareils dans toutes les provinces par an. On paye ça à Bosch, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi un contrat avec le partenaire local, CPAS, dont nous recevons tous les loyers chaque année et nous les passons alors. Le partenaire local a un contrat avec l'utilisateur final et le lien entre l'utilisateur final, les BSH, c'est le service collecte, réparation, etc. Alors, pour quel groupe cible? Des personnes qui entrent en ligne de compte pour un scan d'énergie, des personnes avec un compteur actif,
les personnes qui risquent d'être coupées par le fournisseur local. Le groupe cible 4, en fait, c'est le groupe cible intervention majorée, soins de santé. Le groupe cible 5, c'est plutôt des personnes qui ont un revenu d'intégration. Ces personnes obtiennent une réduction quand on obtient une attestation du revenu d'intégration. Et c'est quelque chose que nous avons réalisé nous-mêmes. Le bon Fluvius, 250 € de remise sur certains appareils économes. C'est également traduit dans le loyer de notre projet et d'autres projets. Voilà, on passe à l'essentiel. Donc, nous offrons du soutien pour les CPAS ou maisons d'énergie qui veulent entrer ou d'autres associations qui veulent entrer. Nous nous occupons des contrats, nous expliquons tout, les loyers sont fixés et nous avons une fonction helpdesk pendant 10 ans. On demande une franchise, je ne peux pas dire le montant, je remplace quelqu'un ici aujourd'hui. Mais donc on s'attend à ce que le CPAS règle le contrat avec le locataire, qu'il fasse aussi une mesure d'impact en comparant les compteurs, donc la période d'avant, la mise en service des appareils et aussi un appareil minimum. Est-ce que tous les droits de cette personne sont repris ou pas? Ce qui fait partie des tâches du CPAS. Voici pour info quelques exemples des appareils qu'on peut louer. Machine à laver, sèche-linge, frigo, lave-vaisselle. Bon, dans le pilote, c'était entre 7 et 8 € et après le rollout, c'est déjà un peu plus élevé. La réduction dont j'ai parlé ne vaut que pour la machine à laver et le sèche-linge. Je ne sais pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, merci de votre attention. Si vous souhaitez encore d'autres informations, vous pouvez toujours nous envoyer un mail papillon@samo.be et Stéphane ou Kurt se feront un plaisir de vous répondre rapidement. Merci de votre attention. Merci à vous pour cette présentation. Nous aurons un peu plus tard un moment questions-réponses, échanges. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder de côté pour la suite. Et en attendant, je cède la parole à Sabrina Menas pour la présentation des plans d'action préventive relative à l'énergie. Bonjour à tous, moi c'est Sabrina, du coup je travaille au service public de Wallonie et je gère les plans d'action préventive en matière d'énergie. Alors je vais vous faire un petit... Voilà. Alors j'ai juste fait un petit plan, mais je vais rappeler le contexte, les bases légales, quel est le public cible, les objectifs des plans d'action préventive en matière d'énergie, qu'est-ce qui peut être pris en compte, la durée et un petit point sur le budget. Alors, le contexte, en fait, c'est lié. C'est un programme qui est lancé suite à des mesures prévues en faveur des consommateurs en situation de précarité énergétique. Donc, il y avait normalement une mission de guidance et d'aide sociale qui était prévue au niveau fédéral, où justement, voilà, il fallait aider les plus démunis pour ce qui est de la fourniture d'énergie. Le deuxième, c'est au niveau régional. On a un décret du 12 avril 2001 qui prévoit également une guidance sociale énergétique. Alors, le but, c'était d'avoir un axe énergétique et un axe d'information. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde le sait, l'énergie est un bien de première nécessité. Ça pèse lourd dans un ménage qui est fragilisé encore plus, je pense, aujourd'hui. Malheureusement, souvent, on a affaire à des locataires et ils n'ont pas toujours les cartes en main pour pouvoir améliorer le logement. Et de ce qui remonte en général des CPAS, c'est qu'il y a toujours un manque de sensibilisation et d'information, ainsi qu'un souci d'utilisation rationnelle d'énergie chez certains ménages. Donc l'objectif des plans d'action préventive en matière d'énergie, c'est d'accompagner les ménages qui sont en difficulté, de leur permettre d'avoir accès à des informations utiles. Donc ça peut être le choix du fournisseur, compréhension de la facture, utilisation rationnelle de l'énergie,
les mesures de protection existantes face à un propriétaire, avoir aussi une idée des primes qui sont en place et auxquelles ils auraient peut-être droit. Et le but dans tout cela, c'est d'adopter une meilleure gestion énergétique de leur logement. Pourquoi via les CPAS? Parce qu'on a estimé qu'ils avaient un rôle primordial étant donné les contacts privilégiés qu'ils ont avec le public fragilisé et aussi les contacts qu'ils ont avec diverses associations qui sont actives dans le domaine de lutte contre la pauvreté. Donc ici, j'ai fait un petit tableau en fait des montants qui ont déjà été alloués depuis 2019 pour les plans PAPE et le nombre de CPAS qui y adhèrent. Je vais vous expliquer un peu plus loin, mais en fait, la signification entre chaque année, enfin, on voit qu'il y a, pour une première année, il y a des années qui sont un peu plus grosses, quasi le double. En fait, c'est que les plans de prévention vont sur 2 années et les CPAS peuvent postuler chaque année. Et donc, du coup, il y a certains CPAS qui choisissent d'attendre la fin des 2 ans avant de repostuler un plan PAPE. Alors ici, je rappelle un petit peu les bases légales, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, le public cible, mais c'est un public adulte. Il peut être bénéficiaire ou non du CPAS et il doit être jugé prioritaire en termes de précarité énergétique. Le deuxième public cible, c'est le public qui est relais de l'information, donc qui pourra faire des actions d'information, de sensibilisation. Donc on vise les travailleurs sociaux, les aides familiales, les aides ménagères également. L'objectif d'un plan PAPE, c'est tout d'abord du suivi individualisé de ménages précarisés. Donc, c'est-à-dire que le tuteur énergie ou la personne qui sera désignée au sein du CPAS va aller dans le logement et va déterminer quelles sont les actions prioritaires à faire pour avoir une diminution de la facture d'énergie. Le but est également de faire de la prévention, de l'information et de la sensibilisation. Donc, peut-être leur donner des petits conseils, des petits tips pour mieux utiliser, voir un peu ce qui pourrait changer, ce qui pourrait faire. Le contenu, comme je l'ai dit, le suivi individualisé, on a tout ce qui est accompagnement personnalisé des ménages. Donc, toujours le but, c'est de faire descendre la facture d'énergie. Du coup, dans ce suivi individualisé, il peut y avoir un bilan énergétique. Un rapport doit être remis aux ménages. Le CPAS peut donner des conseils, des informations et doit aider le ménage précarisé à remettre, à aider le ménage en tout cas à mettre des solutions en œuvre pour qu'il y ait vraiment cette baisse de facture. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y avait les visites à domicile. On peut aussi faire appel à des experts pour faire le bilan de l'habitation, et également à des experts qui vont faire des vérifications aux installations électriques, chauffage, bois à l'air. Pareil pour les audits énergétiques. Alors, du coup, lors de ces suivis individualisés, il peut y avoir un placement de petites fournitures. Donc, ça peut être réflecteurs derrière les radiateurs, des gaines d'isolation, des ampoules économiques multiprises, isolation de porte-fenêtres, on peut changer un châssis. Donc si vous voulez le détail, il y a un cahier des charges et vous pouvez tout à fait venir le lire. Les CPAS ont aussi la possibilité de faire des actions de sensibilisation et d'information. Donc là, c'est vraiment essayer d'attirer un public et de lui présenter des petits tips, des façons de faire, des formations sur comment gérer l'énergie. Pareil pour tout ce qui est travailleurs sociaux et aide familiale. La durée des PAP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, c'est un appel à projet qui peut être demandé chaque année, mais il dure 2 ans. Donc, il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante. Un CPAS peut très bien postuler pour 2 PAPE en cours. Donc, le principe, c'est une subvention qui est donnée au CPAS. Donc, c'est le CPAS qui va gérer en fonction de à quelle famille il va décider de donner ou d'aider. Sur les bases, c'est vraiment tout est laissé à l'appréciation du CPAS.
Le budget du CPAS est un maximum de 50 000 € et est calculé sur le nombre de revenus d'intégration sociale qu'il a dans son CPAS. Alors ici, j'ai mis quelques limites budgétaires, étant donné que le but n'est pas que le CPAS se concentre sur une seule des actions. Il y a certains postes qui ont été un peu limités pour, par exemple, l'action d'information et sensibilisation. On ne veut pas qu'un CPAS utilise, imaginons, il a le montant global 50 000 €. On ne veut pas que tout parte en information et sensibilisation. Donc, il y a certains postes qui sont plafonnés parce que le but, c'est quand même d'avoir des actions concrètes sur place et dans le logement. Ça, voilà, il n'aurait plus dû être là. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'était clair. Les questions, ce sera après, je pense, Colline. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour les plans d'action préventive. Eh bien voilà, je cède la parole à Laura Ecker de la Société publique de gestion de l'eau pour la présentation du Fonds d'amélioration technique. Bonjour. Voilà, donc moi je vais vous parler du FAT, Fonds d'amélioration technique. Qu'est-ce que c'est le FAT? Ça fait partie du FSE, Fonds social de l'eau, qui est une aide qui a été mise en place en 2004 pour aider les personnes qui ont des difficultés pour payer leurs factures d'eau. Et le FAT représente une somme équivalent à 10% de l'enveloppe globale de ce Fonds social de l'eau. Alors, c'est quoi le Fonds social de l'eau? C'est environ 4,5 millions d'euros qui sont payés par chaque consommateur. Donc chaque consommateur wallon de la région wallonne, excepté la communauté germanophone qui n'a pas souhaité faire partie du système, quand il paye sa facture d'eau, il paye 0,0322 € par mètre cube consommé. Donc c'est le contribuable wallon qui paye, qui alimente le FSE et donc qui alimente le FAT. Je vous l'ai dit, le FAT, c'est 10% du Fonds social de l'eau et c'est toujours en moyenne, on parle ici d'année civile, c'est environ pour le FAT 450 000 €. Donc ce n'est pas beaucoup d'argent et malgré tout, c'est quelque chose qui n'est pas très dépensé puisqu'en 2023, on n'en a dépensé que 17%. Alors, c'est quoi le FAT précisément? C'est toutes les dépenses qui vont permettre d'améliorer de façon technique les systèmes de distribution d'eau. Donc l'idée, c'est de viser une utilisation rationnelle de l'eau de distribution, bien sûr. Donc, par exemple, on va pouvoir faire, s'il y a une surconsommation, on va pouvoir payer l'étude de cette surconsommation. S'il y a une fuite, on va pouvoir faire jouer aussi ce FAT, ce Fonds d'amélioration technique. Si on veut placer un mousseur d'eau pour faire des économies d'eau, donc utilisation rationnelle de l'eau, eh bien, on peut acheter un mousseur d'eau. Donc, vous l'aurez compris, toutes les dépenses, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pourrais vous communiquer les dépenses qui sont prévues par une circulaire, toutes les dépenses qui visent à y voir une utilisation rationnelle de l'eau. Alors, qui va pouvoir bénéficier de cette aide? Il faut savoir que c'est une aide directe. Donc si par exemple vous avez l'occasion d'acheter un mousseur d'eau, vous remplissez les conditions, je vais y revenir, vous achetez votre mousseur d'eau, on place votre mousseur d'eau et c'est fini, vous ne devez plus rien rembourser. Un mousseur d'eau, ce n'est évidemment pas cher, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment impacter le budget, en tout cas de façon générale, mais quand on doit faire une étude sur les raisons qui font qu'il y a une surconsommation d'eau, ou est-ce qu'il y a une fuite, ou est-ce que le réseau intérieur de la maison est mauvais, ça, cette étude peut coûter très très cher, et donc ça, si c'est accepté, eh bien, rien ne sera remboursé par la personne qui en est bénéficiée, tout sera pris en charge par le FAT. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir bénéficier du FAT? En fait, ces 450 000 €
sont répartis entre les distributeurs d'eau en Wallonie. Il faut savoir qu'en Wallonie, il y a 48 distributeurs d'eau, mais parmi ces 48 distributeurs d'eau, il y a 2-3 importants. Je pense par exemple à la SWDE, Société Wallonne des Eaux. Je pense à la SIL qui couvre la partie plus liégeoise, mais il y a aussi toute une série de petites communes. Donc comment est-ce que le montant du FAT va être déterminé pour chaque distributeur? Eh bien, il va être déterminé en fonction des mètres cubes consommés, en fonction du nombre de consommateurs, de consommateurs qui sont sur le terrain et en fonction du nombre de personnes qui bénéficient du RIS. Donc, chaque distributeur va recevoir une enveloppe FAT qui sera une enveloppe globale, je vous l'ai dit, d'environ 450 000 €, mais qui est répartie en chaque distributeur en tenant compte de ces 3 critères. Donc, la SWDE, qui rassemble plus de 200 communes, a évidemment un montant important du FAT. Et maintenant, comment est-ce qu'il est pratiquement utilisé? Eh bien, ce sont les CPS. C'est uniquement les CPS et via les CPS que ça peut être activé. Je n'ai pas mes lunettes, mais 5 minutes, j'imagine. Donc, c'est uniquement via les CPS que ça peut être activé. Donc, un CPS a un dossier qui est d'une personne qui a des difficultés. Il se dit, tiens, celui-là, il consomme beaucoup, on va lui acheter un économiseur d'eau. Il achète l'économiseur d'eau, il regarde chez son distributeur si l'enveloppe disponible est encore suffisante. Si oui, eh bien c'est parfait. Ça fait partie des achats qui sont possibles. Donc, désolé, ça fait partie des achats qui sont possibles. Donc c'est automatiquement autorisé. Donc vous l'aurez compris, 2 grandes conditions: être dans la position de pouvoir obtenir une aide du CPS, ou simplement avoir des difficultés pour payer sa facture d'eau. Donc vous ne bénéficiez d'aucune aide du CPS, mais vous avez des difficultés pour payer votre facture d'eau. Vous allez trouver le CPS et le CPS vous dit oui, ok, on va vous aider à payer votre facture d'eau via le Fonds social de l'eau, mais en plus, sachez qu'il y a une aide, le FAT, et on va vous mettre un système d'économiseur d'eau, ou bien on va étudier votre logement parce que vous consommez anormalement beaucoup. Une personne seule consomme normalement 30 mètres cubes d'eau par an, mais si la personne en consomme 45, il y a un problème. Et donc, il y a une étude qui va pouvoir être commandée. Si le fonds est suffisant au niveau du distributeur, pas de problème, ce sera fait. Je vous l'ai dit, c'est sur une année civile, ça joue sur une année civile. Et tout ce qui n'a pas été dépensé, je vous ai dit qu'en 2023, il n'y a que 17% du FAT qui a été dépensé. Tout ce qui n'a pas été dépensé est redistribué au niveau des CPAS qui ont le plus utilisé le Fonds social de l'eau. Je ne vais pas rentrer dans les explications parce que c'est un système assez complexe, mais vous devez savoir que c'est une enveloppe fermée qui est consacrée aux personnes qui ont des difficultés pour payer leur facture d'eau, avec le FAT, une particularité pour ceux à qui on peut apporter des améliorations pour une utilisation plus rationnelle de l'eau. Voilà. Merci Madame Iker. Donc voilà pour les 3 initiatives et je propose maintenant de passer au moment réaction des personnes issues du terrain. Donc je transmets désormais la parole à Nora Louagie de Welzijnszorg, qui s'occupera de sa réaction. Vous pouvez rester ici. Werkt? Ja, oké. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont présenté leurs initiatives. C'était très intéressant. Ce matin aussi, nous avons eu 3 des présentations intéressantes. Je travaille pour Welzijnszorg, une association qui organise la sensibilisation en matière de pauvreté en Flandre et à Bruxelles. J'ai donc un angle d'approche assez large en matière de pauvreté.
Nous connaissons le problème. Un ménage sur 5 a des difficultés à payer sa facture d'énergie. Les dettes énergétiques occupent la première place sur la liste des dettes des ménages. Le problème est donc assez clair et je crois que ces initiatives permettent d'y répondre en partie, mais il faut aussi tenir compte du contexte plus large. Nous l'avons déjà constaté aujourd'hui lorsqu'il a été question des autres initiatives également. Nous faisons face à une politique qui produit des effets mafieux. Et cela vaut pour les mesures et les primes. Les personnes vivant en pauvreté consomment moins et vivent dans les lieux les plus énergivores, sont souvent locataires, ce qui fait qu'ils peuvent plus difficilement maîtriser leur consommation. Je crois que les initiatives spécifiques telles que celles-ci sont une bonne chose. Elles permettent de répondre aux problèmes concrets vécus par les personnes vivant en pauvreté. Une politique énergétique, voire climatique, ne peut être durable que s'il tient compte de la réalité au quotidien des personnes pauvres. En ce qui concerne ces projets pilotes tels que Papillon, je crois qu'elles ont beaucoup de valeur. Mais je voudrais encore ajouter une remarque, leur portée reste limitée. Toutes ces initiatives passent par le CPAS. Et là, il y a une limite, c'est-à-dire que pas toutes les personnes qui devraient pouvoir entrer en ligne de compte sont atteintes par ces projets. Il faudrait dès lors aussi réfléchir à comment atteindre plus de personnes, comment faire pour mieux les atteindre, comment aussi étendre le filet pour sauver ces personnes. On peut d'une part constater qu'il faut des appareils plus économes en matière d'énergie ou pour l'eau, mais souvent il y a aussi des soucis de moisissure, les logements sont mal isolés, alors comment transférer les personnes vers les bonnes personnes qui peuvent les aider pour toutes ces choses, comment mieux coordonner les initiatives et garantir un bon accompagnement. Après ces deux dernières remarques, je voudrais dire qu'il faudrait aussi associer les personnes vivant en pauvreté à ces initiatives. Si on ne parvient pas à atteindre toutes les personnes des groupes cibles, je crois qu'il faut aussi les associer aux discussions sur comment rendre toutes ces initiatives encore davantage inclusives. Et j'en arrive déjà à ma dernière remarque. Je sais, je suis partie sur les chapeaux de roue. Je tiens à souligner que bon nombre de ces belles initiatives répondent aussi à la responsabilité individuelle, font appel à la responsabilité individuelle de ces personnes vivant en pauvreté. Ces personnes doivent elles-mêmes aller à la recherche de solutions alors qu'on sait que ces personnes sont déjà les champions en matière de réduction de la consommation d'énergie. C'est donc une solution structurelle qu'il faut et non pas une solution individuelle. Nous l'avons déjà entendu ce matin. Les 10% de personnes les plus pauvres consomment moins de la moitié des 10% de personnes les plus riches. Il faut garder cela en tête. Même si des initiatives individuelles peuvent faire la différence dans la réalité au quotidien, des solutions structurelles sont également nécessaires et nous ne pouvons pas les perdre de vue.
Il me reste encore quelques minutes, mais je vais quand même déjà conclure. Je vous signale que je n'ai pas vraiment d'expertise en ce qui concerne les appareils économes en eau ou en énergie. C'était donc des remarques plutôt générales. Et donc je cède la parole à la dernière intervention, à la deuxième réaction de la part de Frauke Waters de Minder is Meer. Sorry voor de moeilijke naam. Oui, je sais. Donc, mon nom est difficile à prononcer. Donc, je suis coordinatrice de projet chez Minder is Meer, une ASBL à Louvain. On aide avec l'accompagnement dans le cadre de la rénovation des maisons. Nous avons le fonds de dernier recours pour des emprunts reportés en Flandre, des emprunts qui doivent seulement être remboursés lors de la revente de la maison après 20 ans. Entre-temps, nous nous occupons du puzzle financier et sur le terrain, je suis confrontée à la situation de personnes qui vivent en pauvreté énergétique. Cela est dit à plusieurs reprises aujourd'hui, donc il y a une surconsommation, et comme le disait Nora, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on constate aussi que la consommation est minime tant pour l'eau, le gaz que pour l'électricité, et ces personnes vivent littéralement dans le froid, ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'appareil énergivore. Je les vois très souvent, les personnes pauvres qui ont des appareils économes en énergie font plutôt exception. Je me réjouis d'entendre que Papillon peut passer à la vitesse supérieure et s'étendre vers le restant de la Flandre. C'est un processus en cours, mais très lent. Lorsque nous travaillons sur une rénovation, dans un premier temps, on ne va pas remplacer les appareils, mais on va s'attaquer au problème du logement, de sa qualité et de la consommation d'énergie de manière générale. Alors je me demande parfois comment se fait-il que les CPAS ne s'inscrivent pas en masse au projet Papillon, car les avantages sont nombreux tant pour les locataires que pour les propriétaires. Et dans le cadre du test pauvreté, je crois que ce projet est durable à tous les niveaux, et vous l'avez bien dit, il y a l'entreprise, il y a les gens concernés, les clients. Et j'ai perdu mon fil. Donc c'est une initiative durable. J'ai perdu le fil. Les CPS? Oui, pourquoi est-ce que les CPS ne rejoignent pas en masse cette initiative? Quel est l'obstacle pour eux? Et j'établis la comparaison suivante avec le projet pour réduire la consommation d'énergie. C'est similaire au plan préventif proposé ici, c'est-à-dire que c'est un fonds qui accorde un budget de fonctionnement via les CPAS pour œuvrer à la prévention dans les logements et acheter du petit matériel pour les gens. Donc, Énergie Snoer, c'est ce projet flamand, et je crois que c'est similaire au projet présenté ici aujourd'hui. Moi, je vois souvent des propriétaires, et pour eux, ce genre de projet est moins utile. Car c'est comme une emplâtre sur une jambe de bois. Ce n'est qu'une emplâtre, alors qu'il y a des problèmes d'humidité et de mauvaise isolation, que l'installation de chauffage doit être remplacée. Ils ont d'anciennes chaudières à mazout, des poêles au gaz dangereux,
des chaudières au gaz dangereuses. Nous devons souvent installer le chauffage central, ce qui nécessite un investissement plus important. Et il faut alors considérer le tout pour pouvoir avancer. Je sais que les deux sont tout aussi importants et doivent évoluer main dans la main, mais parfois nous devons encore mieux trouver les synergies. C'est parfois un puzzle très difficile au niveau financier pour mener à bien ces rénovations. En Flandre, il n'y a plus de primes pour l'installation d'une chaudière à condensation, alors que je vois qu'il y a des CPAS qui, eux, financent ce type de chaudière à condensation si c'est pour remplacer un appareil qui ne fonctionnait pas correctement. Alors pourquoi ce décalage? Peut-être qu'on pourrait aussi étendre cela vers des initiatives et des investissements qui permettent de faire un grand pas en avant. Dans l'accompagnement, je trouve que c'est quelque chose de très embêtant quand on ne peut pas proposer une approche durable, et par durable, j'entends qu'on règle les choses pour un bon bout de temps. C'est important, surtout pour les propriétaires résidents, et lorsqu'on lance un projet avec eux, on sait que ce sera un one-shot. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé le financement. C'est à ce moment-là que ça doit se faire en tant qu'accompagnateur. Souvent, on n'a pas droit à une deuxième chance pendant la période où le propriétaire vivra dans cet immeuble. C'est la même chose pour les locataires, en fait. Vous construisez une relation, voilà, la confiance s'établit, vous leur parlez du problème énergétique du logement, vous lancez le trajet, mais pour bien terminer le dossier et pour les aider sur le long terme, il faut aussi avoir les moyens, et ça fonctionne beaucoup mieux que les petites interventions. Et personnellement, je trouve que cette approche durable est vraiment un point d'attention important dans le cadre de la politique en matière de pauvreté énergétique. J'ai été agréablement surprise par le troisième projet, le FAT, en Flandre. C'est un problème beaucoup plus périlleux. Lorsque vous avez des soucis pour payer votre facture d'eau, soit vous êtes renvoyé vers le CPS, soit c'est différent, mais il faut quand même du temps avant de constater qu'on a une fuite ou un autre problème avec sa consommation d'eau. Et à ce moment-là, souvent on a déjà perdu beaucoup d'argent. J'ai assisté à des situations avec des propriétaires ou des locataires, parce que ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur. Et donc le montant explose rapidement. Dès lors, souvent les gens ne peuvent plus payer, et il faut prouver ensuite auprès de la société de distribution que c'était une fuite invisible pour le résident qui n'y est pour rien. Il faut détecter la fuite, faire passer le service, et il faut faire jouer la police d'incendie. Alors, espérons que la personne soit en règle avec cette police, car sinon, elle n'interviendra pas. Et tout cela joue à un moment où cette famille est déjà stressée par cette facture qui a explosé, qui surprend vraiment le ménage. Et le locataire peut donc faire porter la responsabilité au propriétaire. J'ai vécu cela dans le marché privé et ailleurs, donc des toilettes qui fuient et qui doivent dès lors être réparées. Mais quand est-ce que le locataire a signalé la fuite? Cette discussion peut durer longtemps, ça peut traîner.
mêmes problèmes avec les propriétaires. Et j'ai donc été charmée par ce projet qui est lancé ici et qui permet de couvrir les frais pour l'étude. Donc on vérifie où se situe le problème. Et en cas de petite réparation et de remplacement, on peut tout de suite mettre la main à la pâte. Je trouve que c'est un excellent projet et peut-être que la Flandre devrait s'en inspirer. Encore une seule chose, pour les propriétaires, il y a encore un problème difficile. Donc les canalisations brisées qui passent par exemple par une toiture non isolée et donc l'hiver elles explosent. Et après donc il y a aussi les chaudières au grenier qui peuvent également être abîmées par le gel, avec toutes les conséquences que l'on sait. Et à ce moment-là, lorsque ça vous arrive, en tant que rénovateur, lorsque vous êtes là à ce moment-là, vous pouvez tout de suite proposer quelque chose, mais si nous, on n'est pas là sur le terrain à ce moment-là, en tant que propriétaire qui a peu d'argent, vous ne parvenez pas à y faire face et à financer cela. Et certainement pas à résoudre le problème. Et je vois cela très régulièrement. Ce sont des choses incroyables qu'il faudrait pouvoir éviter. Dès lors, je me réjouis de l'initiative et j'espère qu'on pourra en tirer les leçons. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous, aux intervenants, intervenantes pour vos prises de parole qui apportent énormément à la discussion. On a déjà eu pas mal de retours et aussi quelques questions. Donc je ne sais pas si pour lancer la discussion, vous souhaiteriez faire l'une réponse ou l'autre par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Oui, Madame Iker. Remercier Madame pour son constat d'un fonctionnement, même si ce n'est utilisé qu'à 17%, le fonds d'amélioration technique, c'est vrai que c'est une bonne chose. Une petite précision par rapport au Fonds social de l'eau et par rapport au fonds d'amélioration technique. On a fait une campagne de communication et on s'est évidemment associé au réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour mettre en place un message le plus adéquat possible. Donc ça, c'est pour répondre à la remarque de mademoiselle. Donc évidemment qu'on en tient compte. Je pense que si on essaye d'aider les personnes et qu'on ne se met pas, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets dans leur position, c'est pratiquement inutile de faire véritablement passer un message. Il faut savoir qu'en Wallonie, il y a un système qui est en train d'être réfléchi et d'être mis en place, qui serait le système de guichet unique. Donc on pourrait s'adresser à n'importe quel guichet, je parle là plutôt via la voie informatique, et qui permettrait d'avoir accès à n'importe quelle aide, que ce soit une aide de la région wallonne, que ce soit une aide du CPS, que ce soit toute autre aide. C'est quelque chose qui est à la réflexion, c'est quelque chose qu'il faudra encore du temps à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les règles qui régissent les différents subsides, qu'il ne faut jamais oublier le rôle du CPS et son rôle non seulement par rapport à la loi, mais son rôle aussi par rapport à la responsabilisation des personnes. Je prends toujours l'idée du message, il vaut mieux aider une personne à apprendre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Alors, c'est une image très symbolique, très facile, mais je pense qu'il ne faut pas non plus nier ce rôle essentiel d'accompagnement, et je ne travaille pas dans un CPS, donc ce rôle essentiel d'accompagnement du CPS, et peut-être faudrait-il plus les doter, parce que je pense que parfois, ils sont dans la difficulté, et qu'ils attendent plus la demande d'une personne, qui a parfois la peur de franchir les portes du CPS, plutôt que d'aller dire, tiens, toi tu as un problème, je vais t'aider, je vais venir te trouver. Et je pense que matériellement, ils n'ont pas le temps.
Voilà. Donc c'est peut-être aussi là qu'il faudrait réfléchir, outre le fait d'un guichet unique, hein, ça reste une bonne idée, mais avant que ce ne soit mis en œuvre, il faudra encore longtemps. Voilà. Pour compléter, j'enlève une seconde ma casquette de facilitatrice, comme je travaille pour la Fédération des CPAS. En effet, on a aussi pas mal de retours de CPAS qui nous disent que les personnes arrivent à passer la porte, parce qu'en effet, il y a cette question-là, passer la porte du CPAS, mais qui arrivent avec un besoin, mais qui ne reviennent pas. Et donc, c'est là, en effet, on a pas mal d'assistants sociaux qui se retrouvent démunis, qui contactent énormément, parce qu'on reçoit quand même... Pas moi, je ne travaille pas en CPS, mais les travailleurs reçoivent un listing de personnes, par exemple en défaut de paiement, contactent à tour de bras, mais les personnes laissent parfois, souvent, lettre morte. Donc on a en effet une question d'accompagnement humain qui est très important. Je remets ma casquette de facilitation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres retours, réactions par rapport à ce qui avait été évoqué. Ja. Oui, deux petits points, enfin, il y a plus qui a été dit, mais je crois que Nora parlait aussi du projet Papillon, donc l'approche individuelle de problèmes auprès des individus, donc, et que là, ce projet ne travaille pas de manière ponctuelle à la lutte contre la pauvreté énergétique. Je crois que c'est vrai, hein, si j'ai bien compris. Hein. Et c'est fait que pour les solutions structurelles, nous, SAMO, c'est surtout via notre politique de gestion sectorielle que nous essayons de peser sur la politique. Hein, il y a deux dames qui viennent chez les experts ici à Bruxelles avec le groupe cible. Mais la réalité, c'est que chez ces ménages individuels où nous passons, on essaie de faire 2 visites à domicile par an chez nous, en Flandre occidentale, et on essaye aussi de faire une mesure qualitative sur le confort, enfin un peu indépendamment de la consommation même, mais il y a pas mal de personnes qui font entendre, pas toutes, mais qui font entendre que leur vie, ça peut paraître très exagéré, hein, mais que leur vie a changé depuis qu'ils ont cette machine à laver à leur disposition pendant 10 ans. Il y a des personnes aussi qui disent oui, avec les enfants, l'école, alors encore aller au salon lavoir. Il y en a qui sentent clairement un peu plus de marge de manœuvre, c'est structurel, hein, pas que ça change tellement leur situation, hein, ou que ça améliore tellement leur situation, mais on a remarqué que pour pas mal de personnes, ça fait une grande différence, qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont moins de soucis. Donc voilà, hein, juste dire, hein, c'est un fait que en faisant ça uniquement, qu'on ne va pas beaucoup changer, ça c'est sûr. Et alors, Frauke a parlé des CPAS qui actuellement n'entrent pas en masse dans le projet Papillon pendant le roll-out. Oui, ça aussi, on le constate. Bon, moi-même, je ne m'occupe pas de ce projet tous les jours, mais je remarque également quand je regarde notre boîte mail, notre boîte aux lettres, que beaucoup de CPS, surtout aussi chez les chefs de service, il y a une certaine crainte de ce que la charge de travail, beaucoup de personnel qui est absent, hein, on connaît ça, hein, c'est un monde dur, c'est pas un boulot facile, hein. Mais je suppose, et c'est ce qu'on entend parfois, qu'ils disent oui, et qui va faire ça? Et hein, vous attendez aussi une visite à domicile, hein, pas qu'on passe d'office chez tout le monde, donc on doit encore faire ça. Un quid-ci ne paye pas, est-ce qu'on doit également s'en occuper? Quelque part ça se comprend, mais alors il est dommage que nous essayons aussi d'entrer en dialogue et de voir quel est le problème, qu'est-ce qui peut se passer ou se faire, qu'est-ce qui est encore au niveau local qu'on pourrait éventuellement soutenir, mais actuellement c'est un peu plus calme que ces derniers mois, mais bon, on veut toujours viser 3000 appareils en Flandre pour la fin de l'année prochaine, je crois, espérons-le, donc voilà. Ça, je voulais encore l'ajouter. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des retours? Oui, on a une question ici ou un commentaire.
Ik wil toch aansluiten. Je veux quand même rallier au projet Papillon. Je dis souvent que les personnes en pénurie comptent en termes de pain. Et si un projet Papillon peut produire un appareil économe leur permettant d'acheter plus de pain parce qu'ils ne doivent pas aller au salon lavoir ou parce que l'appareil consomme moins d'énergie, je ne peux que le soutenir. Et je crois aussi, allez, on est en train de faire le rollout de compteurs digital. Bon, je crois que le but est aussi que, quand il y a quelque part une fuite, c'est ce qu'on dit pendant les réunions, que c'est signalé automatiquement aux consommateurs. Il y a encore une réflexion sur la responsabilisation des personnes en pauvreté. Je suis bénévole depuis plus de 30 ans dans une association où les pauvres prennent la parole et j'ai appris que pour vouloir assumer une responsabilité, il faut avoir la force. Et parfois, les gens vivent dans une situation si pénible qu'ils n'ont tout simplement pas la force. Et alors moi, je suis disposé à leur donner du poisson afin qu'ils aient plus confiance en moi pour ensuite leur apprendre à pêcher. Et parfois, c'est quelque chose qui est utilisé par les CPAS. Et j'espère, enfin, par rapport à la prévention de consommation d'énergie, OK, quand il n'y a pas de conditions à la clé. Si vous n'entrez pas dans le projet, vous n'aurez plus de revenus d'intégration demain. Ça, c'est un danger. Moi, mais dans certains CPAS, c'est le cas. Donc voilà, quelques réflexions que je voulais quand même formuler. Je suis chef de service au CPS d'Ostende et je voulais juste un peu réagir à la question de savoir pourquoi on n'entre pas dans cette histoire ou le projet Papillon. Ce n'est pas tellement une question de charge de travail quand je regarde mes assistants sociaux, non. Mais on a déjà dit, oui, on reçoit une intervention de POD, le fonds énergie, et je fais toujours la pondération, En fait, nous pouvons acheter une machine à laver pour les gens sans qu'ils ne doivent conclure un contrat, sans qu'ils ne doivent rembourser ou amortir, sans pression, qu'on doit se présenter pour faire le remboursement, etc., etc. Donc là, on préfère acheter la machine à laver, à ne pas récupérer, en fonction de l'examen des besoins. Et alors, ils en sont quittes. Ils ont une machine à laver, c'est à eux. Il n'y a pas de suivi à faire, ni par nous, ni par eux. Et en ce qui concerne le revenu d'intégration, là, c'est lié par la loi fédérale, donc on ne peut jamais refuser le revenu d'intégration parce qu'ils ne veulent pas entrer dans le projet énergie. Ce droit est là, il restera. Oui, ma réaction, en fait, je voulais réagir à ce que tu as dit. Quand on parle de transition énergétique, je crois que c'est quelque chose de très difficile. Et tout le monde ne parle pas ce langage. Si via une machine à laver, on peut entrer dans la maison de quelqu'un, que c'est une façon de réfléchir avec cette personne à des solutions. C'est peut-être un début. Pour poursuivre la réflexion sur la transition et aussi de réfléchir d'une manière plus intégrée à ces transitions. Donc voilà ce que je voulais dire en guise de réaction à ce que vous avez dit. J'ai encore quelque chose à ajouter. À un moment donné, avec un groupe d'habitants avec lesquels on faisait le trajet et où les rénovations avaient déjà commencé, chez d'autres pas encore, etc. La consommation d'énergie est bien sûr importante dans une rénovation aussi. Il est important de savoir quelle est la consommation avant une rénovation et quelle sera la situation après rénovation. Bon, on peut installer tout genre d'appareils de mesure, ça existe, transmettre les données numériques et tout ça, mais bon, alors on ne travaille pas encore avec les personnes pour les y associer. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre logement? Comment fonctionne votre logement?
ce que vous faites dans le logement, est-ce que cela a un effet sur la facture ou sur la consommation ou pas? Et on a fait un exercice pendant 2 mois. On a travaillé en groupe de travail, un groupe plutôt, des conseils, des astuces énergétiques. Allez, parfois, on y est confronté, un folder avec beaucoup de conseils, astuces, ce qu'on peut faire donc pour économiser de l'énergie. Bon. Mais la question est de savoir quels conseils, quelles astuces fonctionnent. Tu es peut-être déjà économe en termes de consommation d'eau et alors ces conseils ne sont peut-être pas très utiles. Ou tu es quelqu'un qui ferme toujours les portes et qui met le chauffage à 1 degré en moins. Et alors parfois les gens se demandent parfois, oui, qu'est-ce que je peux encore faire de plus? Je sais déjà tout ça. Mais on a fait un test. Une semaine après l'autre, on avait un autre conseil à donner. Un conseil à suivre de manière méticuleuse. Les compteurs étaient notés au début et à la fin de la semaine. Et comme ça, on pouvait sentir et voir si effectivement le conseil qu'il avait reçu pendant cette semaine, si cela faisait une différence sur le compteur. Et 2, il pouvait aussi voir, remarquer, sentir si c'était quelque chose dont il pensait que c'est quelque chose que je peux facilement soutenir. Il n'y a pas, ça ne coûte pas trop d'énergie, entre guillemets. Donc voilà, on a beaucoup découvert beaucoup de choses qui provoquent de la consommation d'énergie sans qu'ils le sachent. Le gens avaient commencé le trajet. Oui, mais je suis déjà très économe. Et d'autres disaient, oui, je crois que je peux encore beaucoup économiser, mais on verra. Mais je ne sais pas si je vais tellement apprécier d'être dans le froid ou si je vais trouver ça tellement agréable que je sois dans le noir, sans lumière. Bon. Donc je trouvais ça une bonne façon de travailler. Et effectivement, on a pu conscientiser les gens de leur comportement en matière de consommation d'énergie sans qu'on ait été excessivement pédagogique. C'était un processus, un projet très, très, très intéressant à appliquer. L'accompagnement sur le long terme au domicile. En Wallonie, ce qu'il existe, c'est le dispositif des tuteurs énergie qui s'occupe, il y en a très peu sur les territoires, mais qui s'occupe de faire ce type d'accompagnement. Je ne sais pas si ça existe en Flandre ou à Bruxelles. En fait, je suis pour les CPS Wallon. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'était une de mes questions, si le projet Papillon était éventuellement en lien avec les travailleurs de terrain qui font le lien technico-social au domicile des personnes. Voilà, je ne sais pas si ce dispositif existe en Flandre actuellement. Je ne sais pas si vous avez des retours dans la salle éventuellement, des informations. On se renseignera. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres retours, d'autres réactions, peut-être par rapport justement à cet accompagnement ou d'autres éléments. Il y a souvent des effets pervers. Dans l'association, on a des personnes, je ne sais pas en Wallonie, mais en Flandre, on a une déduction d'autant de mètres cubes par chef de ménage, moins 15. Mais dans l'association, il y a des personnes qui consomment moins que ce qui est déductible. Et ils ne sont pas récompensés pour cela non plus. Et payent tout simplement aussi les frais fixes. Et alors je me dis, ouais, mais dans quel jeu est-ce qu'on joue là? Autre exemple. Les personnes qui ont les moyens de faire de la récupération d'eau, qui ont une fosse d'eau de pluie, oui ou non après une rénovation, on doit constater que dans les petites maisons où habitent la plupart des personnes à revenu modique, là il est tout simplement impossible d'installer encore une fosse d'eau de pluie avec un petit budget de rénovation.
aller démolir, creuser un puits. Donc c'est tout simplement impossible. Donc économiser sur l'eau et également dans un esprit écologique de dire on va faire de la récupération d'eau. Ben non, c'est pas possible. Donc ce sont tous des éléments dont je trouve qu'il y a aussi un élément d'injustice sociale. Toute notre approche de rénovation, des choses qui ne se trouvent pas directement sur la table, comment ça fonctionne, mais ça fonctionne comme ça, hein. On n'y arrive pas. On a maintenant un dossier où on peut enfin installer une fosse d'eau de pluie avec pompe et qu'on peut connecter aux appareils de la maison, mais c'est vraiment rare. Une approche intégrée serait vraiment en effet pertinente. Dans toutes les régions, c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir les éléments. On a vraiment du bon à prendre de chaque région. Ce serait intéressant de pouvoir développer une approche beaucoup plus globale avec ces différents aspects. Mais en effet, on reste dans le palliatif, dans le curatif. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments, d'autres retours. Et en même temps, je dis palliatif, curatif, mais c'est aussi, là du coup je remets ma casquette des CPS Wallon, c'est aussi extrêmement utile pour l'accompagnement au quotidien. Le plan d'action préventive relative à l'énergie est très 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 utilisé. Et c'est peut-être un mousseur, mais c'est vraiment déterminant pour l'accompagnement chez les gens. Voilà, ça reste utile, ça reste vraiment central. Je ne sais pas si vous avez d'autres retours, d'autres réactions, questionnements sur le sujet. Ou je pense qu'on est arrivé au bout de notre timing, donc c'est parfait. Mais je pense qu'on peut clôturer ici. Merci beaucoup aux personnes présentes. Merci pour vos interventions.
Wow, I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why?